Nous sommes le 8 juillet 2022. En plein discours de campagne à Nara, l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est abattu. L'enquête va rapidement révéler un motif inattendu. Le suspect affirme vouloir punir une organisation religieuse qu'il juge responsable de la ruine de sa famille. L'Église de l'Unification, plus connue sous le nom de secte Moon. Cet assassinat fait comme un coup de massue, ce groupe qui ne faisait plus beaucoup parler de lui remonte au premier plan. Connu pour ses mariages de masse, son immense empire médiatique, ses réseaux politiques internationaux ou encore pour ses cérémonies où les fidèles posent armes à la main aux États-Unis. Autant d'images qui interrogent, comment une église née en Corée dans les années 1950 a-t-elle pu bâtir une telle influence? Et pourquoi se retrouve-t-elle aujourd'hui au cœur d'une tempête politique et judiciaire? Aujourd'hui, je vous parle d'une secte avec des milliers d'adeptes répandus partout dans le monde. Voici l'histoire de la secte Moon. Nous sommes en 1946. Sun Myung-moon a 26 ans, il est marié depuis peu et vient d'avoir son premier enfant. La Corée sort tout juste de 35 années de colonisation japonaise et le pays est désormais coupé en deux. Au nord, le régime communiste de Kim Il-sung commence à s'installer sous l'influence soviétique. Au sud, l'Amérique cherche à imposer son modèle. C'est dans ce contexte particulièrement explosif que la trajectoire de Moon va gentiment se dessiner. Il est fils d'une famille paysanne et grandit dans un pays bouleversé par la guerre et l'occupation. Dès son adolescence, il affirme avoir eu des expériences mystiques qui le persuadent d'avoir une mission particulière. Entre ses convictions personnelles et les événements dramatiques qu'il vit dans son pays vont le convaincre d'une chose, il veut accomplir quelque chose de plus grand que lui. Et il se dit quoi de mieux que pour prêcher son idéologie que de quitter sa famille et de se rendre à Pyongyang en Corée du Nord. Alors oui, aller prêcher dans la capitale nord-coréenne au cœur d'un régime déjà hostile à la religion, c'est un acte aussi risqué que radical. Mais Moon voit dans cette mission un passage obligé pour prouver sa foi et commencer à rassembler des disciples. Et le pire, c'est que ça a marché, du moins au début. Alors il parvient effectivement à convaincre un petit groupe de fidèles, mais ses activités attirent rapidement l'attention et la méfiance des autorités communistes. Il est arrêté une première fois en 1946 et il est de nouveau capturé en 1948 et envoyé dans un camp de travail réputé pour des conditions de détention effroyables. Il y passe 2 ans et demi à casser des pierres, à transporter des sacs de ciment et à endurer la faim et les mauvais traitements. Sa libération en 1950 ne survient qu'avec l'avancée des troupes de l'ONU pendant la guerre de Corée. Cette expérience va profondément marquer Moon, et ça, on y revient tout à l'heure. Quelques années plus tard, en 1954, Moon fonde officiellement l'Église de l'Unification à Séoul, dans une Corée du Sud en pleine reconstruction après la guerre. Le pays est traumatisé, divisé et soumis aux tensions de la guerre froide. C'est dans ce climat qu'il construit son organisation, mais avec une ambition qui dépasse le simple cadre religieux. Il veut bâtir un mouvement capable de réorganiser la société et de préparer la réunification de la péninsule. Rapidement, il se met en avant comme un guide charismatique qui affirme avoir une mission universelle. Dès ses débuts, l'Église de l'Unification, qu'on appellera plus communément la secte Moon, assume un double rôle, religieux et politique. Elle propose une vision nouvelle de la société, fondée sur une stricte discipline et un esprit de communauté total. Moon insiste sur l'importance de la famille, qu'il érige en pierre angulaire de son projet. Mais c'est surtout par ses grandes mises en scène qu'il attire l'attention du monde entier. Les fameux mariages collectifs, ces cérémonies spectaculaires parfois organisées dans des stades, réunissent des centaines voire des milliers de couples. Beaucoup sont choisis par Moon lui-même, les époux ne se connaissent parfois pas avant la cérémonie. Pour ses fidèles, ces unions marquent la fondation d'une nouvelle ère, et pour ses détracteurs, ces mariages de masse incarnent surtout l'emprise totale du mouvement sur la vie privée de ses adeptes. L'expérience personnelle de Moon, la colonisation japonaise, la séparation des Corées, la guerre froide, bref, le contexte que je vous expliquais, pèse fortement sur son idéologie. Il est devenu profondément anticommuniste, et cet anticommunisme va être l'un des fondements politiques de la secte et va façonner sa stratégie d'expansion au-delà de la Corée, comme on va le voir maintenant. Pour comprendre l'expansion de la secte Moon, il faut revenir sur ce qui constitue l'un de ses piliers idéologiques, l'anticommunisme. Bien sûr, Moon en a fait une conviction intime forgée par ses années de détention dans un camp nord-coréen, mais aussi par le climat de son époque. La Corée des années 1950 est un pays fracturé, détruit par la guerre, et où le communisme n'est pas un concept théorique, mais une menace bien réelle. Les combats ont laissé des millions de morts, des villages entiers réduits en cendres et des familles définitivement séparées. Dans ce contexte, pour beaucoup de Sud-Coréens, le rejet du marxisme n'était pas seulement une option politique, mais une question de survie. Moon, lui, va transformer cette hostilité en une véritable mission.
Pour lui, le communisme n'est pas seulement une idéologie concurrente, c'est une doctrine dangereuse parce qu'elle nie la dimension spirituelle de l'être humain. D'après Moon, cette vision ouvre la voie à toutes les dérives, corruption morale, effondrement de la famille, perte des valeurs, etc. Autrement dit, combattre le communisme est, selon Moon, protéger l'humanité d'une décadence inévitable. Très tôt, cette conviction personnelle devient un levier stratégique. Dès les années 1960, alors que la guerre froide structure l'ordre mondial, Moon comprend que l'anticommunisme peut être un langage universel qui lui permettra de tisser des alliances au-delà des frontières coréennes. C'est là que l'on voit comment une idéologie intime se transforme en instrument d'influence internationale. Dans les années 1970 et 1980, son mouvement met en place ce qu'il appelle une guerre des idées. C'est la naissance de Quasar International, une organisation chargée de diffuser une lecture anticommuniste du monde. Ces séminaires se tiennent surtout en Amérique latine et en Amérique du Nord, et dans une moindre mesure en Europe et en Afrique. On y invite des enseignants, des journalistes, des responsables politiques, des leaders religieux. Tous sont formés à une vision du monde où le communisme est présenté comme une menace absolue et où la vérité divine doit s'imposer comme rempart. Mais Moon ne s'arrête pas aux idées, il investit massivement dans les médias. L'exemple le plus emblématique est la création du Washington Times en 1982, un quotidien conservateur qui se veut un contrepoids à la presse libérale américaine et qui, dès ses débuts, se positionne comme un outil direct de la lutte idéologique contre Moscou. Et cette initiative marque un tournant. Pour la première fois, un mouvement religieux coréen entre de plein pied dans la guerre froide, et se donne tous les moyens pour peser dans les débats politiques américains. Le journal coûte des centaines de millions de dollars, mais devient une vitrine et un instrument d'influence auprès de la droite américaine, notamment sous les présidences Reagan et Bush. À travers cette posture anticommuniste, Moon et ses disciples se rapprochent de nombreux responsables politiques. Dans les années 1970, ils soutiennent le président Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, en organisant des rassemblements pro-Nixon. Dans les années 1980, les conservateurs américains se reconnaissent facilement dans l'anticommunisme du mouvement. Ça montre encore plus comment Moon a réussi à transformer ses idées en véritable stratégie d'expansion. Cette logique d'influence, elle ne se limite pas aux États-Unis. Très tôt, des missionnaires sont envoyés au Japon, et ce pays devient l'un des foyers les plus puissants du mouvement. En partie parce que l'Église y attire des familles prêtes à financer ses activités par des dons très importants. En Europe, le mouvement s'implante dans plusieurs pays, souvent via des associations satellites ou des organisations qui masquent leur rattachement direct à Moon. Sur le plan économique, le mouvement surprend également. L'exemple le plus marquant reste la création de Pyeonghwa Motors, une coentreprise automobile en Corée du Nord. Un comble pour un groupe profondément anticommuniste. Et ce paradoxe apparent s'explique par une stratégie. Moon veut montrer qu'une coopération économique peut servir de passerelle vers la réunification. Pour ses partisans, c'était de la diplomatie populaire, et pour ses détracteurs, c'était une contradiction flagrante qui brouillait le message central du mouvement. En Europe, la stratégie est double. D'un côté, il y a l'implantation discrète avec des centres religieux et des communautés de fidèles. De l'autre, il y a les tentatives d'influence dans le champ politique. En France, par exemple, plusieurs parlementaires ont participé à des conférences internationales financées par l'Église ou ses associations satellites. Avec toujours la même logique, former un réseau international d'alliés et donner au mouvement une forme de légitimité. Enfin, l'expansion passe aussi par le spectacle. Les mariages de masse, qui deviennent une véritable signature du mouvement, participent à cette stratégie mondiale. Ces cérémonies grandioses, parfois organisées dans des stades ou retransmises à la télévision, donnent au mouvement une visibilité planétaire. Pour faire le lien avec ce que je vous disais avant, on voit que la secte Moon utilise l'anticommunisme pour faciliter son expansion mondiale. L'idéologie anticommuniste a donné au mouvement un langage commun pour rallier des alliés, pour justifier ses investissements et s'infiltrer dans les cercles du pouvoir. Et c'est grâce à cette bannière que le groupe a pu se déployer bien au-delà de la Corée. À mesure que l'Église gagne en visibilité, les controverses s'accumulent. Dès les années 1970, des familles et des associations anti-sectes dénoncent des méthodes de recrutement intensives qui ciblent des jeunes en quête de sens. Des séminaires de plusieurs jours sans contact avec l'extérieur, avec une forte pression du groupe, ou encore des discours insistants sur l'obéissance et le sacrifice. Ces méthodes, souvent accusées de brainwashing, isolent peu à peu les membres de leur famille. D'anciens adeptes racontent avoir quitté leurs études, vendu leurs biens et consacré toute leur vie au mouvement. Pour beaucoup de familles, la secte a été synonyme de rupture et de perte de liens affectifs. Les polémiques sont encore plus vives au Japon. À partir des années 1980, l'Église est accusée d'avoir mis en place un système appelé les ventes spirituelles.
Et concrètement, ce sont des objets présentés comme bénis qui sont vendus à des prix exorbitants. Ces transactions ont souvent lieu après de longs entretiens psychologiques où l'on explique aux fidèles que leurs malheurs ou ceux de leurs ancêtres pouvaient être dissipés grâce à ces biens spirituels. Pour certaines familles, ces pressions se sont traduites par des endettements massifs, parfois jusqu'à la ruine totale. Dès la fin des années 80, un réseau d'avocats se constitue au Japon pour défendre les victimes. On parle de dizaines de milliers de dossiers traités, certains aboutissant à des remboursements ordonnés par les tribunaux. L'affaire prend une telle ampleur qu'elle va changer certaines lois. Des réformes législatives renforcent la protection des donateurs et permettent d'annuler les dons qui auraient été obtenus sous la pression psychologique. Ces scandales amènent à avoir une image du mouvement bien moins glorieuse que ce que la secte tentait de présenter. Le 8 juillet 2022, le Japon est secoué par un événement dramatique, l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, en plein discours de campagne. Le choc est immense, mais l'enquête révèle rapidement un mobile inattendu. Le suspect, Tetsuya Yamagami, explique avoir visé Abe non pour des raisons politiques directes, mais parce qu'il l'associait à la secte Moon. Selon lui, sa famille avait été ruinée par les dons faramineux de sa mère au profit du mouvement, ce qui avait détruit son existence. Cette révélation agit comme un électrochoc. L'affaire braque les projecteurs sur les liens supposés entre l'Église et le parti au pouvoir depuis des décennies. Les médias japonais révèlent que de nombreux élus ont participé à des conférences, reçu du soutien logistique ou bénéficié de l'influence du réseau Moon. Sous la pression de l'opinion, plusieurs responsables politiques présentent des excuses publiques, d'autres démissionnent. Pour la première fois depuis longtemps, la secte Moon devient un sujet de débat national. Face à la colère populaire, le gouvernement lance une vaste enquête administrative. Des réformes législatives sont rapidement adoptées pour encadrer plus strictement les dons et les démarches religieuses. Et surtout, une décision historique tombe. Après plusieurs mois de procédure, le 25 mars 2025, le tribunal de district de Tokyo ordonne la dissolution de la secte Moon en tant que personne morale au Japon. Alors concrètement, ça signifie la perte du statut religieux et donc de la fin des avantages fiscaux. L'Église dénonce une atteinte à la liberté de religion et annonce faire appel. Mais la portée symbolique est énorme. C'est la première fois qu'une organisation de cette taille, implantée depuis des décennies, est dissoute par décision judiciaire dans un pays aussi démocratique et protecteur des libertés individuelles que le Japon. Fait important, la dissolution de la personne morale n'interdit pas aux fidèles de croire, de prier ou de se réunir, mais elle prive l'organisation d'une structure légale et d'une capacité à lever des fonds. Aujourd'hui, l'Église de l'Unification revendique encore une présence dans plus de 100 pays. Le nombre exact des membres actifs est difficile à évaluer, les chiffres internes parlent de plusieurs millions, mais les estimations indépendantes évoquent plutôt environ 100 000 pratiquants réguliers. La base reste concentrée en Asie de l'Est, principalement en Corée du Sud et au Japon, et également outre-Atlantique aux États-Unis. Après la mort de Sun Myung Moon en 2012, c'est son épouse Akiya Han qui prend la direction et rebaptise le mouvement sous le nom de Family Federation for World Peace and Unification. Mais la succession est conflictuelle, plusieurs enfants contestent l'autorité de leur mère, l'accusant de dévier de la vision originelle de leur père. Le plus médiatisé est Young Jin Moon, l'un des enfants, qui crée une branche appelée Sanctuary Church. Ce groupe se fait connaître par ses cérémonies insolites, les fidèles coiffés de couronnes posent avec des fusils d'assaut décorés. Ces images, largement diffusées dans les médias américains, choquent et accentuent la perception d'un mouvement qui s'est radicalisé. En parallèle, le mouvement traverse de sérieuses difficultés judiciaires. Au Japon, la dissolution prononcée en 2025 a entraîné une perte de ressources considérable et ouvert la voie à des dizaines de plaintes civiles de familles cherchant à obtenir réparation. En Corée du Sud, Akiya Han, donc la femme du fondateur, a été brièvement empêchée de quitter le pays dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de corruption. Même s'il n'a été entendu qu'en qualité de témoin, l'affaire montre bien la fragilité de l'organisation face à la justice. Pourtant, malgré ces crises, l'Église de l'Unification conserve une base fidèle. Ses réseaux religieux, ses associations satellites et son empire médiatique continuent de fonctionner. Le mouvement organise encore des conférences internationales en invitant des personnalités politiques ou religieuses de haut niveau, ce qui lui permet de rester visible et de se donner une forme de légitimité sur la scène mondiale. En un peu plus de 70 ans, la secte Moon est passée d'un petit groupe fondé dans une Corée déchirée par la guerre à une organisation internationale mêlant religion, médias, affaires et influence politique. Mais cette ascension fulgurante s'accompagne de nombreuses polémiques. Accusations de manipulation, scandales financiers, liens avec le pouvoir et aujourd'hui des batailles judiciaires de grande ampleur. Son avenir reste incertain, affaibli par la mort de son fondateur, fragilisé par les disputes de succession et surveillé de près par les autorités. La secte Moon est un tournant de son histoire. Au final, ce qui reste,
C'est l'image d'un mouvement unique, singulier et inquiétant à la fois, qui aura marqué durablement notre époque. Un mouvement qui continue d'interroger sur la frontière fragile entre la foi sincère, l'influence politique et la dérive sectaire.